Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir lancer la conférence sur le bio-GNV, quelle réussite, quelle perspective. Vous allez voir, on a un programme assez riche, donc je vais être là pour accompagner les intervenants et je suis accompagné par rapport au débat de Monsieur Ramar, qui est le président du SDE 22 et vice-président de la FNCCR. C'est ça, bonjour à tous et à toutes. La FNCCR, pour ceux qui ne savent pas, je me permets tout de suite de donner le SIC, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, un bien grand terme qui regroupe plutôt les collectivités fédérées, notamment sous forme syndicale, autour de l'énergie, de l'eau, du numérique. Et donc on travaille de plus en plus avec des partenaires sur des sujets comme celui qu'on va évoquer aujourd'hui sur la mobilité en gaz naturel véhicule. Très bien, alors comme vous le voyez, on a trois parties pour cette conférence. Une première partie sur les chiffres, comment on est, quelle est la situation, les bilans et la partie réglementaire. Une deuxième partie où on est plutôt sur les solutions concrètes, la pertinence de ce qui existe. Et la troisième partie, on va vous parler d'innovation. Parce qu'il y a encore beaucoup d'innovation sur notre monde du bio-GNV. Alors pour cette première partie, sur cette réglementation et son bilan, nous allons faire participer Régis Guignot de la ex-AFGNV France Mobilité Biogaz, qui va nous parler de l'état, de la situation et où on en est aujourd'hui dans notre monde du bio-GNV. Merci Régis. Merci Laurent. Bonjour à tous. Comme la slide que vous voyez le montre, la FGNV a changé d'identité en 2023 et ce n'est pas un hasard bien sûr. Ça correspond à l'évolution de la filière elle-même qui s'était construite donc sur la technologie gaz, pour le gaz carburant, et qui devient de plus en plus bio, orienté sur le bio-GNV, focalisé sur le bio-GNV même. Et donc l'association a transformé son identité, France Mobilité Biogaz, avec un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle qui traduit un petit peu la filière elle-même. Vous voyez sur le logo le côté circulaire. Le bio-GNV, c'est une énergie circulaire qui capte en amont le carbone qui va être rejeté, émis lors de l'utilisation par les véhicules. Et puis, vous voyez une roue qui avance en quelque sorte, et le gaz est bleu, le vert, c'est évidemment le bio. Donc, notre nouvelle identité est à l'image de la filière en 2023. Et pour parler de 2023, il faut quand même revenir un tout petit peu, bien sûr, sur 2022, qui a été un événement majeur, improbable, dans la vie de notre énergie, puisque jusque-là, on peut dire que c'était en quelque sorte un long fleuve tranquille. On avait une énergie qui s'installait de façon régulière, qui progressait régulièrement et qui assurer à ceux qui en faisaient le choix, un choix évidemment dans une perspective de se décarboner, donc les acteurs qui avaient l'initiative d'utiliser le vecteur gaz pour décarboner leurs activités, eux, ils étaient assurés en quelque sorte d'une économie cohérente, c'est-à-dire d'une forme de compétitivité par rapport au gazole. Et puis, il y a eu cette crise géopolitique de 2022, donc inédite et imprévisible, qui a complètement ponctuellement, mais complètement transformé un petit peu la donne, et qui a interrogé en fait la solidité du modèle économique. Même si, on va le voir, les choses sont revenues plus ou moins à l'état précédent, à la normale. Et donc, il y a quand même eu ce choc de 2022 qui a continué à avoir des répercussions en 2023 et qui continuera à avoir un petit peu une certaine influence dans les temps qui viennent. Et pourquoi est-ce que ça nous concerne, bien que nous soyons désormais essentiellement bio? C'est parce que, vous le savez, la plupart d'entre vous certainement, les prix du bio-GNV sont actuellement corrélés étroitement à ceux du gaz fossile. Par construction, c'est lié au fameux tarif d'achat que l'État a mis en place pour permettre l'émergence de la filière biométhane.
En revanche, ce n'est pas une fatalité, et Jean nous en parlera tout à l'heure. Il y a des perspectives qui font que on peut être... on sait que dans les prochains temps, le bio-GNV va pouvoir se décorréler donc de tous ces risques géopolitiques. Et ça, c'est une perspective quand même très très positive pour la filière. Alors en 2023, alors je reviens quand même, pardon, nous avons là un graphique qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire, qui court sur presque 10 ans. Vous voyez, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous avez en vert les prix de vente du GNV, bio-GNV, et puis en violet, les prix de vente du gazole. Et ce qu'on voit vraiment tendanciellement, c'est que de 2015 à 2021, eh bien, on a des prix du gazole qui sont globalement de 10 à 15% supérieurs à ceux des prix du GNV, bio-GNV. Et ça, c'était une situation tout à fait cohérente pour les acteurs, puisque ça permettait aux transporteurs d'avoir des TCO compétitifs quand ils utilisaient le gaz, sachant qu'il y a un certain surcoût à l'achat des véhicules, mais qui est quand même raisonnable, de l'ordre de 10 à 15%, et que sur la durée de vie des véhicules, ce surcoût était largement compensé par le différentiel de prix de carburant. Et puis, vous voyez, j'ai envie de dire, le schéma qui s'affole en 2021-2022 avec des envolées brusques des prix du gaz qui ont fait que ponctuellement, eh bien, le gaz est devenu beaucoup plus cher que le gazole. Par contre, si on va vers le futur, on voit que la situation est revenue à la normale avec donc un prix du gaz et des TCO qui sont de nouveau cohérents et compétitifs pour les acteurs de la filière. Alors en 2023, on voit que notre filière a poursuivi sa lancée du côté des véhicules gaz. On a une progression qui est régulière depuis près de 10 ans. Et en particulier en 2023, une forte progression sur les poids lourds qui ont augmenté de 22%, puisqu'on se retrouve avec 11 000 poids lourds à fin 2023 contre 9 000 seulement un an plus tôt. Et au global, c'est plus de 36 000, presque 37 000 véhicules au gaz qui roulent aujourd'hui en France. Au niveau des immatriculations, on peut dire, dans une formule facile, c'est le gaz, c'est un quart d'écart. C'est pratiquement, voire plus d'un bus sur deux qui est immatriculé en 2023 qui sont au gaz et 5% des poids lourds. Donc une filière qui progresse de façon significative et qui a gardé toute sa dynamique malgré la crise de 2022. Ça se vérifie aussi du côté des points de vente, du côté des réseaux, avec 48 ouvertures de points de vente publics, de points d'avitaillement public en 2023, et ce qui nous conduit à un total de plus de 330 points de vente publics, sachant qu'il y a autant, voire un peu plus de points de vente privés, ce qui fait au global 700 points de vente pour les utilisateurs de gaz carburant, avec des perspectives qui restent bonnes sur 2024, qui risquent d'être un peu moindres en 2025, mais ça va être en fait l'effet retard de 2022, parce que évidemment les points de vente, les investissements se font sur plusieurs années. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce qu'on peut anticiper déjà, c'est un redécollage. Et de la même façon sur les véhicules, si l'effet retard de 2022 se fait sentir en 2024, il y a déjà une reprise avec des constructeurs qui se réinvestissent dans la technologie et qui ont présenté à Solutrans de nombreux nouveaux modèles gaz. Et enfin, les volumes eux-mêmes, donc le gaz, ce qu'il faut voir, c'est que on est sur le GNC qui progresse de façon très très significative d'année en année. Je pense que le schéma se passe presque de commentaires. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est l'importance croissante et accélérée de la part de bio. On était à 36% de bio en 2022 contre à peine 20% en 2021 et selon les estimations GRDF, on sera certainement au-delà de 50% sur le bio-GNC en 2023. Donc ça montre bien que cette dynamique de la filière, c'est pas seulement le gaz carburant, c'est le gaz carburant vert qui se développe beaucoup. Ouais, tout à fait, Régis. On a des effets d'annonce de grands opérateurs qui basculent sur le 100% biogaz. Tout à fait. Les opérateurs traditionnels de la filière, comme Proviridis, qui sont déjà 100% biogaz. Alors,
l'ex-GazUp, ou pas GazUp qui existe toujours en tant que marque, mais qui a une nouvelle, c'est Ener, je ne sais plus leur nouveau nom, Enerjump, qui réunit le gaz et l'électricité. Enerjump est à 100%. Total Energy est à 60% avec une perspective de passer à 100% dans les prochaines années. Ils l'ont encore dit hier. Du côté d'Engie, il y a aussi des offres bio-GNV 100% qui sont... Il va nous en parler tout à l'heure. Hein. dont on va reparler. Donc on y va vite et fort sur le bio. Ce qui est intéressant, Régis, c'est que finalement, quand on voit cette crise énergétique 2021-2022, cette courbe là qui nous a fragilisés, la croissance du bio-GNV continue. Mais complètement. Et même elle s'accélère. Et je pense que Jean vous dira un petit peu pourquoi on a des raisons de penser que cette accélération va se poursuivre. Alors je voulais juste pour finir récapituler un petit peu donc dans cette introduction. On a une filière qui est opérationnelle, qui est en place, qui est crédible et qui est aujourd'hui dans le transport lourd de loin la première alternative au gazole. C'est une filière vertueuse puisque le bio-GNV, vous le savez, décarbone à 80%, donc presque intégralement par rapport à une solution gazole équivalente, qui est fondée sur une ressource nationale, bien sûr, locale, une ressource maîtrisée dont on connaît la structure de coût. Et puis donc le bio est en train de supplanter, le vert est en train de supplanter le gris. Également c'est une filière résiliente qui est portée par des acteurs très engagés à tous les niveaux de la chaîne de valeur et des acteurs bien déterminés à la défendre. Le dernier point, c'est que tout n'est pas non plus rose à ce point dans le monde du bio-GNV. Cette filière a besoin de lisibilité, et notamment au niveau réglementaire, afin de pouvoir prendre la place qu'elle mérite dans le mix énergétique du transport lourd demain, en complément de l'électricité. Mais je pense que Jean va vous en parler. Ouais. Moi, je trouve intéressant dans le cercle, c'est que finalement, moi, ça me fait penser à économie circulaire, à circuit court aussi. Et il y a vraiment ce rapprochement, parce que le biogaz, quelque part, c'est de la production à l'usage sur une échelle vraiment intéressante de proximité. Merci Régis. Je pense que franchement c'est intéressant parce que finalement c'est toujours intéressant de voir les bons côtés parce qu'aujourd'hui on voit bien que la filière finalement elle est dynamique, elle a passé cette crise et elle continue à progresser. Je pense que c'est vraiment bien pour la planète. Alors maintenant on va peut-être passer à un côté plus réglementaire, plus la vision de l'avenir. Jean, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se présente à aujourd'hui sur ces enjeux importants qu'on va avoir sur notre activité? Oui, merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a voulu parler un petit peu quand même réglementation dans cette table ronde, rassurez-vous, sans en faire trop longtemps. Enfin, je vais essayer. Mais parce que cette année, en 2023, il y avait quand même beaucoup de textes et des textes majeurs avec pas mal d'enjeux, aussi bien au niveau d'enjeux pour la filière bio-GNV, aussi bien au niveau européen que français. Côté européen, avec un règlement CO2 sur les véhicules lourds en préparation, une norme Euro 7 pour la qualité d'air, une directive RED sur les énergies renouvelables qui est en évolution. Côté français, la politique pluriannuelle de l'énergie, et puis récemment l'intégration du bio-GNV dans la taxe qu'on appelle la Tier verte. Et donc justement, on voulait aborder un petit peu tout ça pour montrer l'impact que ça peut avoir. Et donc je vais faire un petit zoom sur le règlement CO2, véhicules lourds et la Tier verte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on peut retenir, j'y reviendrai, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est indéniable, et je pense que tout le monde ici l'a en tête, qu'il y a une volonté forte côté pouvoir public de pousser une mobilité électrique et hydrogène, y compris sur la mobilité lourde. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, on va voir que, à notre sens, au cours de l'année, on a vu une évolution avec, en début d'année, une volonté, notamment côté européen, forte, non pas de pousser l'électricité et l'hydrogène, mais de ne pousser que l'électricité et l'hydrogène et de tout faire reposer là-dessus. Et on a vu une évolution importante en cours d'année qui fait qu'il y a eu une prise de conscience, un peu le principe de réalité,
qui a fait évoluer un petit peu les projets texte pour prendre en compte davantage bio-GNV et biocarburants aux côtés de l'électricité et de l'hydrogène. Et c'est pourquoi nous, on demeure convaincus que le bio-GNV a clairement encore un rôle à jouer dans les années à venir, malgré tout ce qui a pu être dit, notamment au début d'année, comme je le dis là. Pour avancer dans le concret, on va parler du règlement CO2 véhicules lourds. Pardon, c'est moi qui fais avancer les slides. J'attendais qu'on l'avance, mais c'est moi. T'as laissé la main là-dessus. Donc, le règlement CO2 véhicules lourds, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un texte qui concerne les fabricants, qui concerne les véhicules neufs. En deux mots, le principe, il s'agit de faire diminuer les émissions des véhicules. En deux mots, donc, chaque année, à chaque fin d'année, chaque constructeur regarde combien il a vendu de véhicules et il fait la moyenne des émissions de CO2 et il doit être en dessous d'un certain seuil d'émissions, sinon il paye des pénalités. Et donc, pour respecter ces émissions, il doit choisir certains types de motorisation. Donc, c'est un règlement qui concerne les véhicules neufs. Jusqu'alors, il concernait que les poids lourds, et dans le règlement qui va sortir bientôt maintenant, les autocars et les bus seront aussi concernés. Donc ce qu'il faut retenir, je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est qu'en début d'année, le 14 février exactement, la Commission a sorti un projet qui, pour résumer, ne comptait que sur l'électricité et l'hydrogène pour décarboner, puisque je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais vous voyez les objectifs de réduction d'émissions en bas du slide, avec notamment sur les bus un objectif de 100% de bus neufs zéro émission, donc ELEC et hydrogène, dès 2030. Donc vous avez les chiffres. Et deuxième point majeur, des émissions surtout qui sont calculées à l'échappement du véhicule. On ne prend en compte que ce qui est à l'échappement du véhicule et pas une analyse en cycle de vie sur tout le long de la chaîne, côté véhicule comme côté énergie. Donc ça, très concrètement, ça veut dire qu'un véhicule ELEC et un véhicule hydrogène, ils émettent zéro à l'échappement, quelle que soit la manière dont a été fait en amont l'électricité. Et inversement, un véhicule bio-GNV ou biocarburant d'ailleurs, si on regarde que sur le véhicule et que à l'échappement, peu importe que ce soit du bio-GNV ou du GNV, le contenu considéré pour faire le calcul, c'est le contenu du gaz fossile. Donc c'est un peu, entre guillemets, double peine. Donc voilà le projet que la Commission a proposé, donc une orientation, je le disais, exclusivement électrique et hydrogène à moyen long terme en tout cas. Donc ça, c'était début d'année. Le processus législatif sur l'ensemble des textes, la Commission propose un texte, ensuite c'est débattu au Parlement, au Conseil, et donc dans l'année 2023, il y a eu ces différentes étapes et on arrive au bout. Avant de vous dire où on en est, je voulais vous dire en quelques mots ce que la filière gaz et la filière biocarburant d'ailleurs ont porté comme proposition. Parce que je pense que c'est important d'avoir en tête, sans rentrer trop dans le détail, la logique sur les gaz à effet de serre, ça serait j'ai dit le mot tout à l'heure, de raisonner en analyse de cycle de vie, puisque l'impact de l'effet de serre, des gaz à effet de serre est planétaire, quel que soit l'endroit où c'est émis, ça impacte la planète. Donc dire mon véhicule n'émet rien alors que la centrale, je caricature exprès, mais la centrale électrique au charbon en amont a produit ailleurs, concrètement ça a un impact. Donc il faudrait raisonner en analyse de cycle de vie, ça fait des années que la filière le dit et le pousse. Néanmoins, là aussi il y a eu un principe de réalité entre guillemets. Les filières se sont dit, on voit bien que ça coince, l'analyse de cycle de vie au niveau institution européenne, on nous dit que c'est trop compliqué, ça passe pas. Donc on va essayer de proposer une autre méthode. Cette autre méthode, c'est le Carbon Correction Factor. Elle a deux caractéristiques que je voudrais mettre en avant, c'est qu'elle elle traduit complètement la position de la filière qui est de dire on aura besoin de toutes les solutions pour décarboner les 6 millions de véhicules lourds en Europe. On aura besoin d'ELEC et d'hydrogène, il n'y a pas de débat là-dessus, mais on aura aussi besoin de bio-GNV et de biocarburant. La méthode qui est là, elle met toutes ces solutions sur un terrain d'égalité, je dirais. Et deuxième point, c'est qu'elle pousse très clairement au développement du bio-GNV. J'y reviendrai, mais très clairement, la filière, en mettant en avant cette solution, elle dit très clairement qu'elle compte à court moyen terme
sur la fin du GNV fossile et le développement du bio-GNV. La méthode, en 2 mots, elle consiste à continuer à calculer les émissions à l'échappement du véhicule, mais au lieu de prendre le contenu du GNV fossile, on vient lui, dans le calcul que le fabricant fera à la fin d'année, il vient mettre un petit coefficient pour prendre en compte le taux d'incorporation de bio-GNV. Les chiffres, c'est plus clair avec des chiffres. Si on a un taux d'incorporation sur une année donnée de 20% de bio-GNV dans le GNV, donc 80% de GNV fossile, le fabricant qui vend un véhicule gaz, au lieu de prendre le contenu GNV fossile dans son calcul, il prendra 80% du contenu CO2. Et l'idée est de calculer ça tous les ans, et avec le taux de bio-GNV qui augmente progressivement, on l'a vu très, très clairement sur les chiffres qu'a montré Régis, l'idée est progressivement d'avoir un coefficient, un carbon correction factor qui augmente, et donc un contenu CO2 pris en compte dans le calcul qui à la fin sera nul. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur la méthode. Non, mais ça veut dire globalement qu'un véhicule qui émet 100 grammes, si on incorpore 20%, son étiquette énergétique passe à 80. Exactement. Ce qui peut quand même permettre à des véhicules bio-GNV demain d'être en dessous des seuils qui définissent un véhicule faible émission. Tout à fait. Et je disais, ça encourage au bio-GNV parce que très clairement, un fabricant qui aura des seuils à respecter, si le bio-GNV ne se développe pas dans son calcul, il prendra un contenu proche du fossile et ça ne l'aidera pas à atteindre ses cibles. Par contre, si le bio-GNV se développe, c'est clair qu'il peut aller développer des véhicules GNV. Donc la méthode ne fonctionne que si le bio-GNV se développe. C'est ce en quoi je dis qu'il y a vraiment une volonté forte de la filière de développer le bio-GNV. Je ne vais pas forcément rentrer plus que ça dans la méthode, mais ça me paraissait important de préciser qu'on ne pousse pas de l'ACV et rien que de l'ACV. La méthode, c'est vraiment une méthode à part qui a été poussée, encore une fois, qui permet de valoriser toutes les énergies. Alors, on a poussé cette solution. Qu'est-ce que ça a donné? Je regarde l'heure au passage. Qu'est-ce que ça a donné et on en est où? Concrètement, le projet de texte, il a passé les 3 étapes, commission, parlement, conseil. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un trilogue entre les trois entités. Et la semaine dernière, il y a une semaine tout pile, le Conseil de l'Union européenne a publié un communiqué de presse disant qu'un accord avait été trouvé. Donc je dis un communiqué de presse parce que pour l'instant, jusqu'à en tout cas il y a quelques heures, on n'a pas pour le moment le texte définitif de cet accord, donc il faut rester quand même assez prudent. Néanmoins, dans le communiqué de presse, il y a eu quelques infos sur l'accord qui a été trouvé. Concrètement, pour nous, il traduit l'évolution dont je parlais tout à l'heure, d'un texte de la Commission qui était exclusivement électrique-hydrogène. On arrive à un texte, alors certes, on aurait aimé peut-être davantage avec une prise en compte du carbon correction factor immédiate, mais on arrive à un texte qui très clairement laisse de la place à moyen terme au bio-GNV et au biocarburant. Si je commente un peu ce tableau, concrètement, les objectifs de réduction d'émissions que vous voyez sur les poids lourds et les cars, ils n'ont pas bougé par rapport à la Commission. Néanmoins, donc on pourrait se dire, bon, c'est pas mieux, mais la ligne d'en dessous est très importante. Ce qui a été acté, enfin, on attend le texte définitif, mais tout le monde le dit et le Conseil a communiqué dessus, c'est qu'avant 2027, il y aurait une réalisation d'une étude sur le rôle des carburants renouvelables et notamment du carbon correction factor pour intégrer ces carburants éventuellement dans le texte. Et puis une étude sur une méthodologie pour prendre en compte les véhicules 100% bio-GNV ou 100% biocarburant. Donc ça, pour nous, ça traduit très clairement quelque chose qu'on avait senti, qui est que progressivement, on a senti les décideurs se dire bon, l'élec et l'hydrogène, est-ce qu'ils seront vraiment prêts en temps et en heure? Est-ce qu'il y aura bien les bornes? Est-ce que les véhicules, les transporteurs arriveront à les acheter étant donné les surcoûts très importants? Est-ce que les véhicules seront prêts en temps et en heure? Je pense qu'on a réussi à faire passer
cette idée et même cette réalité, à mon sens, que ça serait peut-être quand même important d'avoir un plan B si jamais l'électricité et l'hydrogène ne sont pas au rendez-vous en temps et en heure, ce qu'on peut quand même craindre avec quand même une certaine... Enfin, j'ai du mal à dire craindre avec une certaine confiance, c'est un peu spécial comme phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc ce texte, encore une fois, c'est un peu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, hein, suivant qu'on est optimiste ou pessimiste. On aurait pu espérer mieux, néanmoins, pour moi, elle acte le fait que le bio-GNV aura un rôle à jouer dans les années à venir et que la dynamique dont a parlé Régis, peut-être qu'elle va marquer... la pente de la dynamique va être un peu moins forte dans les années qui viennent, mais à mon sens, il y a un principe de réalité qui sera là et la réglementation permettra un redécollage par la suite. Ça, on en est convaincu. La porte est clairement encore ouverte au bio-GNV et au biocarburant dans les années à venir. D'autant que, deux points importants que j'ai mis en bas du slide. À court terme, les objectifs de réduction d'émissions que vous voyez là, ils ne posent pas de problème pour le bio-GNV. Les fabricants peuvent tout à fait continuer, peuvent tout à fait atteindre leurs objectifs réglementaires en proposant des véhicules GNV. Donc, à minima avant 2030, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et il se trouve justement qu'en 2023, aussi bien Iveco, Scania que Volvo ont sorti des nouveaux moteurs GNV. Donc, la dynamique et la disponibilité des véhicules, elle est là et il n'y a aucune raison qu'il y ait un coup d'arrêt à court terme. Alors, ça c'est sur le règlement CO2. Je vais avancer parce que le temps file. Concrètement, à notre sens, au niveau français, on a aussi un peu cette même tendance qui est de dire il y a aussi une volonté très forte de pousser l'électricité, hein, sur la SNBC, etc. On l'a vu. Néanmoins, quand on va dans le concret, l'État a décidé cette année de prendre en compte le bio-GNV qui n'y était pas encore dans une taxe qu'on appelle la tire verte, ce qui traduit très clairement qu'il compte quand même sur le bio-GNV dans les années qui viennent pour décarboner la mobilité lourde. Alors, la tire verte, qu'est-ce que c'est ? Vous avez son nom qui est assez... quand on traduit ce que veut dire tire verte, le nom est assez explicite. L'objet de cette taxe, c'est d'incorporer des énergies renouvelables dans le transport. C'est la traduction en droit français de la directive RED sur l'incorporation des carburants. Très clairement, ça va être un levier vraiment majeur pour développer le bio-GNV, notamment en baissant son prix à la pompe. Donc le principe de la tire verte, avant de parler de bio-GNV, c'est pour les distributeurs de carburant une obligation d'incorporer des carburants renouvelables, pardon. Donc à chaque fin d'année, ils doivent récolter un certain nombre de crédits tire verte et s'ils atteignent leurs objectifs, ils ne payent aucune taxe. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs en crédit tire verte, ils payent une taxe. Comment ils récupèrent ces fameux crédits ? Deux manières. En mettant sur le marché des carburants renouvelables eux-mêmes, première possibilité. Deuxième possibilité, s'ils n'en mettent pas ou s'ils n'en ont pas assez, ils peuvent acheter ces fameux crédits tire verte à d'autres entités qui ont mis sur le marché des carburants renouvelables et qui ont trop de crédits tire verte ou qui souhaitent les vendre. Ils peuvent leur acheter. Et ce qui est important du coup, c'est que ces distributeurs qui revendent leurs crédits tire verte à d'autres, du coup ils gagnent de l'argent en revendant les crédits tire verte. D'où l'idée qu'on a poussé nous d'incorporer le bio-GNV dans la tire verte parce que en générant des crédits tire verte avec du bio-GNV, un distributeur de bio-GNV récupérerait de l'argent en vendant ses crédits et pourrait baisser son prix à la pompe. Donc jusqu'à maintenant, biodiesel, éthanol, depuis l'année dernière, électricité et hydrogène étaient intégrés dans la tire verte. Et fin 2023, c'est acté là dans le projet de loi de finances, enfin la loi maintenant, le bio-GNV va être incorporé dans la tire verte, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc ça ne va pas entrer en vigueur tout de suite parce que, sans entrer dans trop de détails, mais la méthode de calcul va évoluer. L'incorporation dont je parle, le calcul se fait en volume, en litres de biodiesel dans le diesel par exemple. Ça va évoluer vers un calcul en intensité carbone, ce qui est plutôt une bonne chose parce que le bio-GNV par rapport à d'autres est très bon de ce côté-là. Donc
Ça serait une bonne incitation, particulièrement vers le bio-GNV. Et donc, il va falloir un peu de temps pour mettre cette nouvelle méthode en place, et donc ça rentrera en vigueur en 2026. Point important pour terminer sur le sujet, pour être éligible à la Tierwert, on est sur un salon biométhane. Là. Côté production de biométhane, seuls les projets qui ne sont pas au tarif d'achat, donc les projets non aidés, bénéficieront des crédits Tierwert. Donc ça veut dire que ça va inciter la production de biométhane à aller vers ce qu'on appelle des BPA, donc des Biomethane Purchase Agreement, c'est-à-dire un contrat direct entre le consommateur et le producteur. Alors après, il peut y avoir différentes formes de BPA, mais l'idée est celle-là. Ça va inciter à aller vers des BPA, et ça permettra d'avoir des crédits Tierwert. Et ce mécanisme, on est convaincu que ça sera vraiment un très bon point pour le bio-GNV, parce que ça permettra au producteur qu'on lui achète son biométhane en couvrant ses coûts de production et sans aide de l'État. Et derrière, le distributeur, s'il achète entre guillemets cher le biométhane, il est obligé de vendre son bio-GNV à la pompe cher. Sauf que là, en revendant les crédits Tierwert, ça lui permettra de rediminuer son prix à la pompe en bio-GNV, et on pense qu'on sera tout à fait compétitif, un prix tout à fait compétitif grâce au crédit Tierwert. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur et de très important, et qui permettra, je ne l'ai pas dit sur les BPA, mais tu l'as évoqué Régis, de décorréler aussi, point majeur, le prix du biométhane, du bio-GNV à la pompe, de le décorréler des évolutions du gaz fossile. Donc ça, c'est quelque chose de concret, puisque ça a été introduit dans le texte de loi. Donc, alors, comme je le disais, pour nous, ça traduit une volonté quand même de dire le bio-GNV a encore clairement son rôle à jouer. Donc j'ai dit l'essentiel, je pense, donc je ne vais pas forcément revenir sur tous les points, mais le premier point, je n'ai pas insisté dessus, mais on voit quand même très concrètement que aussi bien du côté de la filière, avec le Carbon Correction Factor, que du côté de l'État, le GNV sera bio ou ne sera pas. On a vraiment un virage de ce côté-là. Ça se traduit d'ailleurs dans les chiffres d'incorporation, mais je trouve que ça s'est vraiment traduit fortement en 2023. Il y a vraiment cette prise de conscience, et dans les faits, concrètement, on a basculé, moi je trouve, sur le GNV faut aller vers le bio, et ça sera bio ou ça sera pas. Pour le reste, j'en ai parlé, mais on a clairement, à notre sens, une dynamique bio-GNV qui va pouvoir continuer, ce qu'on n'aurait pas forcément, j'aurais pas forcément tenu le même discours il y a un peu moins d'un an sur ce... Est-ce qu'on avait cette certitude? Non. Maintenant, on est assez convaincu avec les éléments que je vous ai montrés que la dynamique peut tout à fait continuer, et qu'un principe de réalité, encore une fois, j'insiste sur ce mot, dans les années qui viennent, fait que le bio-GNV aura très clairement sa place. Et je pense que j'ai assez parlé sur le sujet. Merci Jean sur tout ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'on a une dynamique, elle est forte, elle est portée, et d'un autre côté, on est en train de se rendre compte que quelque part, au niveau réglementaire, le paysage n'est pas évident. Et moi, j'aimerais bien donner la parole à Dominique Ramard, parce que je sais que là, je prends votre casquette, la FNCCR. Vous avez soutenu, vous vous êtes déplacé, et j'aimerais bien savoir un petit peu dans quelle mesure vous pouvez accompagner, vous, collectivités, les porteurs de cette belle aventure. Oui, tout d'abord, je pense que Jean, faudrait rajouter une ligne, parce que sur la conviction, le GNV sera bio ou ne sera pas, il y a la filière, il y a l'État, et il y a les territoires, les collectivités territoriales. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est plusieurs élus de syndicats départementaux d'énergie, de villes, de métropoles, qui se disent aujourd'hui, de toute façon, la solution, la décarbonation du transport, il n'y en a pas vraiment disponible à un coût vraiment intéressant, à part le bio-GNV. En fait, c'est ça, c'est un principe de pragmatisme ou principe de réalité, comme ça a été dit. Aujourd'hui, dans les territoires, on se dit, si on veut décarboner nos bus, nos bennes à ordures ménagères, c'est vraiment le bio-GNV qui est la solution disponible. Et
de fait, sur les territoires, chacun dans nos départements, avec mes homologues présidents de syndicats d'énergie, on s'est mobilisé à notre niveau auprès des députés, auprès des sénateurs. Le président Pinta de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies avait écrit en début d'année 2023 aux différents ministres concernés qu'il fallait vraiment accompagner cette décarbonation du transport. Et donc, on avait eu déjà quelques, on va dire, écoutes positives à ce moment-là, mais on a dû renforcer notre initiative. Il y a eu d'abord un événement en Loire-Atlantique à l'initiative de nos collègues de Pays de la Loire, qui a permis de toucher à nouveau les parlementaires et les ministres. Et puis on a écrit à différents ministres, voire au niveau européen, pour pouvoir donc pousser l'évolution de la réglementation pour que le bio-GNV soit reconnu comme étant la solution disponible. Et puis comme on approchait des discussions au niveau européen, donc en fin d'année, en Côte d'Armor, le 15 novembre dernier, on a essayé de faire un petit raout là, à notre façon pour toucher aussi les parlementaires européens. On a aussi une écoute attentive de la part des sous-préfets et des préfets de nos départements. Donc on voit bien que les uns et les autres commencent à sentir que si on veut proposer une solution aux transporteurs routiers ou aux transporteurs de voyageurs ou de marchandises, il va bien falloir qu'on regarde ce qui est là sur catalogue et qu'on puisse donc intégrer ces solutions. Et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, aujourd'hui, a une position très très claire. Il y a un réseau de gaz qui représente à peu près 25 milliards d'euros d'actifs en termes d'infrastructures. Ce réseau, il est déjà diffus sur les territoires. On peut y brancher des stations gaz naturel véhicules et on peut ensuite desservir donc la flotte de transport voyageurs ou marchandises qui est là aussi sur les territoires. Et donc assez rapidement, en ayant un soutien, donc avec notamment une réglementation européenne ou une fiscalité nationale adaptée, on peut tout de suite aider ces acteurs économiques à basculer sur une décarbonation. Et souvent on nous dit la plan B comme une solution au fait que l'électrification du transport ne soit pas immédiatement disponible. Moi, la position des syndicats d'énergie, elle est assez claire, hein. On n'oppose pas l'électrification avec le recours au biogaz pour la mobilité. On se dit que de toute façon, il faut une position équilibrée. Certains auraient dit à un moment, il faut du en même temps, le biogaz et l'électrification. Et donc on est, nous, dans nos syndicats, mobilisés sur le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques, comme sur des projets expérimentaux autour de l'hydrogène, mais on croit aussi, et encore plus fortement parce que c'est disponible, à la mobilité gaz, et c'est pour ça que partout sur les territoires, on commence à avoir un réseau de stations publiques, adressé à l'ensemble des acteurs de nos territoires pour qu'on puisse en fait vraiment décarboner rapidement notre mobilité. C'est parfait, parce que ça fait une belle transition. Merci Régis, merci Jean. On va pouvoir passer à l'étape, la solution concrète, pertinente. Le réseau des stations, si je peux récupérer juste la zappette, hop, on va essayer de faire passer nos slides. Et pour cette partie 2, je vais faire venir sur scène donc Pierre Charrier du groupe Engie qui prendra la parole pour nous présenter cette stratégie d'un grand opérateur. Alors je vais garder Dominique Ramard sur le début de notre sujet sur les solutions concrètes. Où est-ce qu'on en est finalement au niveau du réseau de stations sur territoire Bretagne et puis on parlera un petit peu des Pays de Loire. Alors pour commencer, une petite carte que Vivien Lazuèche, qui est là-bas, qui est notre chargé de mission biogaz et mobilité bio-GNV en Côte d'Armor a concocté avec ses collègues des 3 autres départements bretons, parce qu'on a créé il y a quelques années une société qui s'appelle Bretagne Mobilité GNV et qui porte le réseau de stations gaz et biogaz. Et donc vous voyez sur la carte, aujourd'hui il y a 12 stations qui sont ouvertes, c'est les petits points verts. Donc en Côte d'Armor, on en a ouvert 2 en 2022, donc à Trégueux à côté de Saint-Brieuc et Quévert à côté de Dinan. Et donc ces stations aujourd'hui proposent déjà une solution avec une clientèle de transport routier qui est déjà très intéressée, notamment sur la station de Trégueux, on a eu de très bons résultats. Et puis on a les collectivités aussi sur ces stations qui ont tout de suite joué le jeu, notamment Baie d'Armor Transport, qui est la société publique locale de l'agglomération Briochine.
C'est une dynamique qu'on connaît aussi dans les autres départements bretons, notamment donc nos collègues d'Ille-et-Vilaine ont développé tout un réseau là entre Rennes et Saint-Malo, et donc c'est par là qu'ils ont commencé. Mais c'est vrai que je dois préciser que c'est bien nos collègues du Morbihan sur Caudan, Lorient et Saint-Géran à côté de Pontivy qui avaient initié la dynamique, avec un renforcement aussi sur le Finistère, avec Saint-Martin-des-Champs et Guipava qui sont ouvertes, et l'Andivisio qui donc ouvrira très prochainement. Je reviens au Côte d'Armor, 29 février prochain, mise en service de la station de Châtellerault-Plouagat, et puis donc un déploiement qui va se poursuivre presque plus rapidement que prévu, puisque du côté de Plouisy, à côté de Guingamp ou sur l'Agnon, là c'est les collectivités qui nous disent, aussi bien sur la collecte des ordures ménagères, on veut passer avec des bennes qui fonctionnent au gaz, et sur l'Agnon aussi avec l'approche d'une délégation de service public sur les transports, où il pourrait y avoir donc une incitation à ce que les bus sur cette agglomération fonctionnent au gaz. Donc une dynamique territoriale en lien avec le réseau de stations, et on voit aujourd'hui de plus en plus aussi d'acteurs du transport routier qui peut-être ont un peu hésité. Quand Régis Guignot tout à l'heure montrait aussi l'évolution du prix du gaz, c'est clair qu'en 2022-2023 il y a eu des interrogations. Enfin, on nous dit qu'il y a même des transporteurs routiers qui avaient des camions au gaz qui sont retournés au diesel. Là aujourd'hui on voit que le mouvement vers le gaz, il est plus ancré, et en fait on sait qu'il y a eu des réactions aussi sur le sens que ça avait. Décarboner, c'est pas rien, ça veut dire non seulement donc émettre moins de gaz à effet de serre, mais quand on passe au gaz, on émet aussi moins de particules fines et moins d'oxyde d'azote. Et sur la question donc de la qualité de l'air, on voit que beaucoup de transporteurs routiers disent non, je ne reviendrai pas au gasoil, le gaz c'est la solution. Mais ils nous le disent aussi, c'est à condition qu'il y ait un maillage qui soit suffisant. Et donc il faut vraiment qu'on ait un réseau de bornes. Là, Bretagne Mobilité GNV, le choix qu'on a fait aussi, c'est l'interopérabilité entre nos différentes stations avec le même badge. En fait, un transport routier va ne recevoir qu'une seule facture pour tout l'avitaillement qu'il aura pu faire dans nos différentes stations. Et ça, on va dire en termes de qualité de service, c'est quelque chose qui est très attendu. Et ce que nous, on espère aussi, sur notamment l'axe Nord-Bretagne et après la relation avec la Normandie, c'est qu'il y a des projets de stations portés également par des syndicats d'énergie donc sur la Normandie, qui viendra compléter ce maillage, et les transporteurs routiers ils veulent ce maillage complet de façon à pouvoir être rassurés sur leur parcours donc entre la Bretagne et les autres régions. Je te laisse peut-être Laurent présenter les Pays de la Loire. Je trouve ça très très rassurant ce que vous présentez. La Bretagne s'était inscrite très tôt avec des appels à projets. Vous êtes vraiment sur quelque chose que vous construisez mais que vous avez étudié il y a plusieurs années déjà. Oui, ça peut être étonnant de voir des collectivités aussi mobilisées, mais hier j'étais dans une autre table ronde où on montrait bien la cohérence globale aussi qu'il y avait entre la production de biométhane à la ferme ou dans des méthaniseurs territoriaux, le réseau que nous on continue à développer dans nos territoires parce que la demande en gaz elle est encore en progression. Et donc cette volonté après d'avoir un maillage de stations pour cet usage mobilité, mais de fait on le fait parce qu'on pense que ça fait partie de l'avenir de nos territoires que d'avoir donc ce service autour de la mobilité biogaz. Alors si on parle des Pays de Loire, on est aujourd'hui à 24 stations en service, donc on commence à avoir un maillage territorial qui est conséquent. On a effectivement sur chaque département des niveaux qui peuvent être un peu différents. Chacun a démarré en son temps, les progressions se font au fil de l'eau, mais 24 stations, là on parlait d'une dizaine sur la Bretagne, bientôt 28, ça veut dire que dans quelques temps on est à 50 stations à l'échelle de deux territoires régionaux. Donc on voit bien que ce maillage il est en train de se renforcer et qu'à aujourd'hui rouler au biogaz c'est pas un problème. On peut vraiment aller vers cette économie circulaire qui nous tient vraiment à cœur. On est dans un territoire qui est en train de prendre en main son sujet énergétique, de la production à la distribution. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de passer la parole à Pierre Charrier du groupe Engie, donc le leader quand même historique de toute cette aventure. Vous avez commencé très tôt. Aujourd'hui, vous avez une 60aine de stations au niveau du national. Vous êtes une entité référente dans le monde du gaz à tous les niveaux. Vous êtes sur toute la chaîne de valeur. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre perspective? Vous en êtes où et vous voyez les choses comment?
Merci, merci à tous pour votre invitation et de nous laisser la parole pour parler un petit peu de notre réseau. Le réseau NJ, aujourd'hui, c'est un réseau qu'on a commencé à créer il y a 25 ans. On a eu 25 ans l'année dernière. On aura 26 ans cette année. Un réseau qui a démarré, cette aventure, on a démarré avec GRDF, avec la construction de petites stations sur les sites GRDF. En plein centre-ville. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Elle s'est poursuivie ensuite avec l'essor des installations qui ont été réalisées directement sur les sites des collectivités pour décarboner leur flotte de bus, les basculer au bio-GNC. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, un recentrage de l'activité pour suivre la demande de la décarbonation des mobilités lourdes, avec donc la recherche d'emplacements, d'investissements à destination première des transporteurs, des bases logistiques, des collectivités qui développent des bases logistiques pour venir essayer de décarboner tous ces flux. On a donc 60 stations publiques qui sont réalisées dans une optique double, et c'est là qu'on se rejoint avec Dominique Pamard, avec Laurent Saurin, aller effectivement au plus près des territoires pour essayer d'aider les collectivités à décarboner leur flotte, on va dire en profondeur, au plus profond des territoires, et également une seconde logique qui va être de créer un réseau. Voilà, clairement un réseau qui va permettre à ces territoires, à ces acteurs économiques du territoire, d'assurer des flux décarbonés, des trafics décarbonés pour le compte de chargeurs, et tout ça en 100% bio-GNV. Voilà, de permettre au territoire d'avoir une réponse, la sûreté de pouvoir, la sécurité de pouvoir s'avitailler, par exemple sur des chemins un petit peu longs, et avoir la possibilité de leur donner, de répondre à des appels d'offres décarbonés des grands chargeurs. Un réseau qui sera à l'horizon 2025 100% bio-GNC. C'est un objectif que nous nous fixons, avec donc dans cette optique la stratégie d'Engie Solutions là-dessus va être de faire en sorte que le bio-GNC, enfin la molécule de bio, ne soit pas un levier de rentabilité pour nous, c'est-à-dire que on souhaite que cette molécule de biogaz soit vendue au plus proche de son coût de revient pour soutenir effectivement le basculement vers un 100% bio-GNC. Voilà en gros dans les grandes lignes ce maillage. On est très présent à Paris. C'est historique, hein, voilà, GNVR est basé à Noisy-le-Grand, donc en Seine-Saint-Denis. On est très présent à Paris. On a 2 stations sur le mine de Rungis, par exemple. On a une station sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, juste à côté à Mitry-Mory, qui est une des plateformes logistiques de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On vient d'ouvrir l'année dernière une station très importante et qui est 100% bio à Réau. Donc en Seine-et-Marne, avec la présence des plus gros chargeurs français pour permettre la conversion des flottes vers le 100% bio-GNC. En termes de déploiement, l'année dernière, et effectivement, malgré un contexte un peu incertain, le développement a continué pour nous. C'est-à-dire qu'on a mis en service 8 nouvelles stations avec des mises en service intéressantes, hein, notamment dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, du côté de Nancy également, pour venir parfaire notre maillage. Et sur 2024, on continue à un rythme, ma foi, assez élevé, puisqu'on prévoit à peu près une quinzaine de mises en service. Donc là, pour le coup, avec des stations qui seront véritablement
premium. On se concentre sur aller rechercher du foncier premium sur des emplacements premium. En 2024, on aura la mise en service de stations vraiment emblématiques. Notre seconde station de La Courneuve en Seine-Saint-Denis, c'est pas un remplacement, c'est vraiment une seconde station, car pour le coup, notre station actuelle est saturée. Et ça fait plaisir de voir des stations saturées. Donc voilà, c'est une seconde station qu'on met en service. On va avoir de nouvelles stations, un petit peu de nouvelle typologie avec la mise en service d'une station qu'on va faire au nord de Lyon, à Dardilly. Là, pour le coup, qui intégrera des IRV-EPL. Donc voilà, des stations un petit peu stratégiques, même très stratégiques, et qui vont être structurantes pour notre développement futur. Ah, c'est très intéressant et c'est plutôt un problème de riche d'avoir une station saturée. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans des domaines où on rêve tous de ça. Il y a un petit scoop quand même là dans le coin. Là. Vous êtes en train de travailler sur un sujet qui nous concerne là. Exactement, merci de nous permettre de parler de cette station. Bon, c'est un scoop, bon, pas vraiment. Bon, aujourd'hui, ça marque pour nous un jalon très important de notre déploiement sur les Pays de la Loire. Car effectivement, l'année 2024, fin 2024, va marquer la mise en service d'une station qui est très attendue à Carquefou. Donc une station très importante pour le territoire, le territoire de Nantes Métropole, et également qui est très importante pour notre réseau, parce que Carquefou va ni plus ni moins être on va dire une pierre angulaire de notre on va dire corridor BioGNC sur le Pays de la Loire, sur les Pays de la Loire. Nantes, pour nous, là vous avez une carte en fait qui résume un peu nos stations dans le on va dire un grand quart ouest de la France. Avec cette station de Nantes, on va du coup proposer du BioGNC aux acteurs industriels du transport qui vont développer des lignes à la demande de chargeurs pour aller sur Angers, qui vont avoir des besoins pour aller jusqu'au Mans avec notre station d'Allonne. Et avec ce corridor, on va permettre aux industriels nantais, des Pays de la Loire plus largement, parce que ils vont arriver de Vendée, il y a des marais qui vont arriver de Vendée, qui vont s'avitailler chez Laurent Saurin, Pas vraiment chez moi directement, mais sur le réseau, oui. sur le réseau, effectivement. Mais également voilà, des produits, des marais qui vont s'avitailler dans les Côtes d'Armor et qui vont devoir aller jusqu'à Nantes. Ces transporteurs-là seront très sécurisés de trouver du BioGNC à Carquefou pour rentrer ensuite au plus près des territoires. C'est une station qui aura deux objectifs, voilà, permettre aux transporteurs de décarboner leur flux et les sécuriser pour retourner dans les territoires. Et également, avec le réseau NJ, on va leur permettre de faire de la longue distance et d'aller jusqu'à Paris. Et comme je vous disais, d'apporter les marais jusqu'aux mines de Rungis, d'apporter, je sais pas, des colis, et ça a complètement décarboné jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Voilà, c'est quelque chose d'important pour le maillage et pour le déploiement de cette filiale. Également, ça va venir compléter notre station bretonne du Reux, et voilà, qui va être un point d'étape assez intéressant pour des trafics qui vont aller jusqu'à la Normandie. On a mis en service en 2023 une station importante pour le compte du groupe Carrefour à Mondeville, avec le déplacement du siège historique de Carrefour Supply Chain sur Mondeville. La station a été mise en service, c'est voilà, un équilibre et de la complémentarité. Si on doit retenir deux mots, ça va être ça la logique de notre réseau. C'est parfait, merci beaucoup. On voit là qu'on est vraiment sur un sujet d'envergure. Hein. Vous parliez de 13 stations pour le groupe Carrefour. Hein. Donc on voit qu'on a des donneurs d'ordre aujourd'hui qui sont en train de se donner des ambitions importantes. Et ça, c'est vraiment passionnant. Dominique Ramard, on voit bien la nécessité, il faut compléter le maillage, on voit que c'est important, mais finalement aujourd'hui on n'est quand même pas si mal.
Oui, parce qu'on le voit avec cette carte, donc les stations GNVR, mais quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'articulation entre la Normandie et la Bretagne et les Pays de la Loire, bah là, en fait, on voit bien qu'il y a des réseaux qui vont s'articuler. Du côté des transporteurs routiers, je l'ai déjà dit, mais comme ça a été confirmé par mon voisin, on a vraiment besoin de sécuriser donc, ce maillage de façon à ce que les transporteurs ne se posent plus de la question où est-ce qu'ils feront le plein donc, sur leur parcours. Du côté des collectivités, on est sur des stations publiques qui sont peut-être axées sur la proximité avec les usages des villes, des agglos, des différents syndicats par exemple qui peuvent être compétents sur les déchets ou sur le transport de voyageurs, transport urbain. Donc en fait, on articule des stations avec un usage donc pour la flotte publique, mais qui va aussi, en étant placé à des nœuds routiers intéressants, desservir la flotte de transport de marchandises portée par les différentes entreprises. Et donc on a un complément là avec les stations publiques portées par les acteurs privés qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que maintenant il n'y a plus à avoir peur, il faut y aller. Le maillage est suffisant pour pouvoir passer au GNV pour toute la flotte de transport. C'est exactement ça. Je pense qu'à aujourd'hui, on n'a plus à dire oh, je peux pas y aller, je manque de stations, etc. Je pense que n'importe quel transporteur aujourd'hui qui a cette volonté ou donneur d'ordre a la possibilité de trouver auprès de ce maillage un point de ravitaillement. Merci beaucoup. Merci pour cette partie-là. On va passer à la troisième partie de notre conférence sur l'innovation. Et on va donc accueillir sur scène Maxime Garnier, Mehdi Benyaya et Sébastien Lerendu. Messieurs, si vous voulez venir nous retrouver. On va pouvoir passer à Zappel. Donc Maxime, toi tu as envie de nous parler d'un sujet sur lequel GRDF est en train de travailler avec des AMI, plusieurs partenaires, le BioGNV sur Méta à la ferme et des stations qui pourraient justement voir le jour dans une autre configuration. Là on était sur les stations publiques, des choses assez conséquentes. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se faire et ça peut peut-être valoir le coup. Ouais, tout à fait. En fait, hop, je vais passer la slide. Non, c'est dans l'autre sens. Celle-ci. C'est parti. Oui, tout à fait. En fait, on est en train de porter une étude au travers du bureau d'études Acajoule, une étude qui se veut innovante, pas tant sur les systèmes, hein, puisqu'on ne va pas réinventer l'eau chaude au travers de la station BioGNV ni des véhicules, mais plutôt sur l'approche où on va regarder en fait comment développer le maillage, mais plutôt le maillage secondaire, vraiment à l'échelle des territoires, en essayant de corréler les sites de méthanisation en injection ou en cogénération avec des besoins ponctuels à l'échelle des territoires, des besoins à l'échelle de la ferme en elle-même, mais des besoins à l'échelle aussi de sociétés de transport de marchandises et ou de transport de voyageurs et éventuellement de colocs. Tout ça à l'échelle vraiment locale, à proximité d'un site de méthanisation. Pour faire émerger des stations sur un réseau qui commencerait à être de niveau secondaire afin de couvrir les dernières zones blanches. Donc l'idée c'est on a répondu en fait à un AMI qui a été lancé par France 2030 et qui est porté par la Banque des Territoires, dans lequel il y a 7 partenaires autour de ce consortium, et nous, notre réponse a été apportée en présentant ce projet-là, sur lequel on a été retenu et pour lequel on a récupéré 50% de subventions. Donc l'étude est en cours et a démarré là sur la fin de l'année 2023, va courir jusqu'au printemps 2024 et sera portée à la Banque des Territoires pour rentrer dans une phase 2 derrière si ce qu'on présente est retenu, afin de récupérer des financements pour accompagner le développement de ces ou de cette station qui verrait et qui verra le jour à l'échelle de la région Pays de la Loire. Donc voilà, le maillage, c'est quand même plus de 50 sites de méthanisation aujourd'hui qui vont être approchés et étudiés,
afin de mesurer le potentiel autour de ces sites et une réflexion engagée sur les sites en cogénération aussi, puisqu'ils produisent du biogaz et pour certains, le tarif d'achat d'électricité la fin de ce tarif d'achat pourrait arriver prochainement, et donc la question pourrait se poser de quoi faire de ce biogaz. Et pourquoi pas regarder quel débouché on pourra en faire sur le sujet de la mobilité, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que de toute façon, en plus, là, je pense qu'il y a un sujet sur le GNR, hein, donc pour des agriculteurs, avoir la possibilité d'avoir un carburant qu'ils produisent et l'utiliser, Exactement. ça peut être aussi une vraie Il y solution. a un sujet qui est d'actualité, même encore aujourd'hui ou à l'heure où je vous parle, sur le GNR. Et donc la fin annoncée progressive et la disparition de la réduction sur la TICPE. Donc c'est un vrai sujet de maîtrise du prix de ce carburant et de ce biocarburant pour le modèle agricole de demain, tout en fédérant les territoires au plus près des territoires. Tout à fait. Bon, bah, on va attendre avec impatience le retour de nos amis d'Acajoule sur le REX un petit peu de cette étude, hein. J'espère que vous pourrez nous la présenter. Tout à fait, donc on a notre reporter en local sur le salon qui est à la pêche aux informations, Delphi. Voilà, si vous la croisez. Parfait. On va passer à un autre sujet d'innovation, alors qui est un sujet qui concerne un autre produit, hein, dans notre activité de mobilité, hein, qui est le GNL, hein, un produit qui a été développé pour de la longue distance, pour des véhicules lourds, qui est toujours d'actualité. Mais là, la problématique se pose, c'est comment je rends bio cette phase de produits de mobilité. Et donc Mehdi, là, il y a un sujet intéressant là-dessus, hein. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Je suis Mehdi Benyaya de la société Envitech Biogaz. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de site de création de bio-GNL, donc qui est un site complètement intégré, donc qui est en Allemagne, donc qui est un modèle, on va dire, assez différent de ce qu'on peut voir sur notre territoire français, mais qui est néanmoins un modèle qui est assez intéressant à l'échelle européenne, notamment pour tous les pays qui ont des complexités en termes d'infrastructures gazières, c'est-à-dire vous avez des pays comme la Suède ou la Pologne, où on n'a pas forcément, on va dire, une infrastructure telle que GRT ou GRDF aussi présente que ce qu'on va voir sur le territoire français. Et dans ce cas-là, on va dire, la solution pour produire du gaz renouvelable passe par ce bio-GNL. Donc, je vais vous présenter donc rapidement la société Envitech Biogaz. Donc, nos métiers de base, donc c'est la construction de sites de méthanisation et de valorisation de gaz. On a également une entité pour faire du service après-vente. Et notre spécificité, c'est qu'on est également opérateur de sites. Donc on a à peu près 90 sites qu'on exploite en propre, notamment ce site de Gustro que je vais vous présenter, donc qui nous permet aussi d'avoir un bon retour, on va dire, pratique, non pas seulement de vendeurs de machines, de process, mais également d'opérateurs de ces machines. Voilà, donc historiquement, la société a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années. On est un groupe au total d'un peu plus de 600 salariés. Et on va dire, on a quand même une expérience assez importante sur le biogaz. Et le développement qu'on voit en France, on a également le même engouement au niveau européen. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de pays qui sont plus en retard que la France sur le développement du biogaz. Et on voit qu'il y a un net coup d'accélérateur, que ce soit sur le marché espagnol, sur les marchés scandinaves, les pays baltes. Et donc, tout ça, on va dire, on a les mêmes questions en fait, qu'on se pose, et notamment sur les enjeux de la mobilité. Sur la partie France, j'ai passé rapidement. Donc nous, on est basé dans les Côtes-d'Armor. On est une quarantaine de salariés sur le territoire. Et donc voilà, on travaille pour construire des sites. Donc le parc de Gustro. Donc c'est une installation qui a plus de 14 ans, donc qui a été construite en 2009 et qui a subi une énorme phase de travaux sur l'année 2022 pour notamment convertir le site qui avant faisait de l'injection directement dans les réseaux. Donc on parle d'une installation qui, lorsqu'elle est injectée dans le réseau, injectait environ 4000 normomètres cubes de biométhane par heure. Donc pour la convertir, en fait, la déconnecter du réseau et faire de la production de carburant vert, du bio-GNL.
Donc il y a eu une énorme conversion de ce site, notamment, on va dire, aussi par rapport aux enjeux de RED 2, qui sont applicables sur tout le territoire européen. Le modèle allemand, qui était beaucoup un modèle basé sur le maïs, les sites allemands sont également en train de faire leur conversion par rapport à leurs obligations RED 2. Et notamment, il y a un enjeu de changer les recettes d'alimentation pour aller vers des intrants qui sont plus renouvelables avec un meilleur impact carbone. Donc ça a été le cas notamment du site de Gussereau, avec un changement important de la nature des intrants. On est passé sur un site qui désormais rentre près de 100 000 tonnes de fumier de volaille par an sur ce site. Donc c'est un grand enjeu en termes de logistique et de fonctionnement même du système. Et également, donc on a dû faire des travaux complémentaires pour pouvoir adapter ce site qui avait déjà 14 ans d'âge. Donc la spécificité, donc le site produit près de 10 000 tonnes par an de bio-GNL. Alors 10 000 tonnes par an de bio-GNL, ça parle à personne, je pense, autour de la table. Ça représente, pour vous donner un équivalent, l'équivalent de 50 millions de kilomètres faits par un poids lourd, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. On a également sur ce site, toujours dans une logique de capturer un maximum de molécules et éviter le maximum de rejet, mis en place un système de liquéfaction du CO2 pour produire du CO2 en qualité agroalimentaire qui après est pris par un off-taker et utilisé par des entreprises agroalimentaires autour du site. Donc voilà, juste l'historique du site. Donc le site a été mis en service en 2009. Donc il avait été construit par Envitech en 2009 et il a été racheté en fait par la structure Envitech Own Investment en 2021 à l'ancien exploitant. On a fait sur l'année 2022 tous les travaux de revamping, d'extension, de mise en place du procédé de liquéfaction GNL et de liquéfaction CO2. Et donc l'installation est entrée en service à l'automne 2023. Donc l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur le site, donc ça c'est une spécificité qu'on voit sur beaucoup de sites allemands. En fait, on a un coût de l'électricité qui est très important, donc souvent on a une autoconsommation électrique qui est faite via l'installation de groupes de cogénération. Donc là on a 2 mégawatts électriques supplémentaires qui étaient installés sur le site pour fournir la puissance électrique suffisante pour faire fonctionner les différents compresseurs qui ont été installés. On a également remplacé le système de purification du biogaz. Donc on a installé 2 unités de purification en vitane, donc qui permettent de convertir le biogaz en biométhane pour une capacité d'environ 1700 normomètres cubeurs. Et on a installé donc un procédé de liquéfaction de biométhane, donc qui permet de produire un peu plus de 25 tonnes par jour, avec un énorme stockage aussi sur le site, parce que sur ces questions, dès qu'on va avoir du liquide, ça va être une question de où est ma société qui reprend mon produit à la fin, et il y a les enjeux aussi de capacité de stockage sur ces sites. On a la même question pour le CO2. Voilà, donc là on a une capacité de production de 40 tonnes jour et avec 2 gros stockages de 300 tonnes, donc on a 600 tonnes de stockage. Ça, c'est une particularité. En fait, c'est notamment l'entreprise qui distribue le CO2 liquide, en fait, et contribue à investir pour qu'on participe à faire du stock tampon et aussi sécuriser leur approvisionnement. Il faut savoir, un petit aparté, on a vu tout à l'heure les envolées du prix du méthane qu'on a eu sur les années 2022-2023. Il faut savoir que ça a été une répercussion absolument immédiate sur, par exemple, les coûts du CO2 alimentaire qui sont immédiatement corrélés à ce prix du méthane. Et effectivement, tous les distributeurs et les usagers du CO2 ont également intérêt à avoir des capacités tampons de stockage pour aussi pouvoir lisser les fournitures et lisser aussi les prix d'approvisionnement. Et enfin, sur ce site, il y a eu également des gros travaux d'extension en termes de capacité de stockage. Qui dit changement de recette dit changement aussi des volumes de digestat produits. Et donc, il y a une capacité de 45 000 m3 de stockage supplémentaire qui a été mise. Un autre point important, c'est que tous les toits des digesteurs ont été remplacés pour augmenter la capacité de stockage de gaz et pour avoir toujours plus de flexibilité sur le site. Rapidement, le procédé un petit peu de ce site et pourquoi il est unique aujourd'hui au niveau européen, c'est que actuellement, on est vraiment dans un système complètement circulaire et autonome. Aujourd'hui, l'intégralité du biogaz produit par les digesteurs
va être envoyé donc vers le procédé de purification en vitane. Une petite partie est déviée pour la production d'électricité sur la cogénération. Le procédé de purification de biogaz en vitane donc, va permettre d'avoir un gaz quasiment en qualité gaz naturel, donc à un débit d'environ 1700 normomètres cubeurs, qui va être envoyé vers le procédé de liquéfaction. On garde toujours en fait l'ancienne possibilité aussi de pouvoir injecter dans les réseaux de gaz. C'est ce qu'on a fait notamment pendant toute la phase de travaux, où en fait on continue à faire fonctionner l'installation par tranche pour pouvoir toujours injecter le gaz dans le réseau. Et on a également la possibilité de liquéfier du gaz provenant depuis le réseau. Et après, donc, on a une capacité de stockage de 450 tonnes qui est sur le site. Donc, le procédé de purification va produire donc, un flux de méthane et un flux de CO2. Ce flux de CO2 en fait, va être complètement liquéfié. Et après, il va être en usage agroalimentaire, donc stocké également sur le site. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, tous les petits gaz résiduels, ou ce qu'on appelle les off-gaz, vont être réintégrés dans les systèmes, soit pour être brûlés au niveau des cogénérateurs, soit pour être renvoyés au niveau des digesteurs. Donc, comme ça, on évite également, sur ce site de production, le minimum d'émissions à l'atmosphère du procédé. Voilà, je vais vous montrer juste quelques images rapides du site. Donc là, le biogaz arrive des digesteurs. Il arrive dans une première zone où il va être pré-traité. C'est-à-dire qu'on va le sécher et puis on va enlever notamment les composants type H2S qu'on retrouve dans le biogaz. On va ensuite faire passer ce biogaz dans une unité de purification où on va le convertir donc, en biométhane. On va avoir un flux donc, qui va être composé à plus de 99,5% de méthane qui va aller vers l'unité de liquéfaction et le flux de CO2 qui va aller après donc, vers l'unité de liquéfaction. Donc on est sur des systèmes de séparation membranaire où on vise vraiment ici une recirculation maximum pour tendre vers un 0% de méthane dans les off-gaz. Tout ce gaz après, donc le méthane va aller dans l'unité de liquéfaction où là on va le comprimer à très haute pression et le stocker dans un grand stockage de 450 tonnes. Et après, donc vous le voyez, il y a les camions qui peuvent s'avitailler directement. Donc là en l'occurrence, le bio-GNL est utilisé après par des sociétés de distribution de carburant, soit pour l'usage transport poids lourd très longue distance ou pour du maritime. Le CO2, donc lui, est liquéfié et pareil, de la même manière, il est stocké et après upgradé à une qualité agroalimentaire et après pour des usages classiques qu'on peut avoir en agroalimentaire. Voilà. Hop. Parfait. Et voilà, juste un petit point aussi, ce qui est important, je pense, c'est en termes de territoire. On n'a pas beaucoup de temps. Ouais. En termes de territoire aussi, c'est sur ce site-là, voilà, on a 25 personnes qui sont dédiées juste à faire fonctionner ce site. Donc on est quand même sur une autre échelle aussi en termes de fonctionnement. Et voilà, et c'est un point important et ça a représenté un investissement total, juste la conversion du site, de près de 50 millions d'euros. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'est vrai que là, on est à une échelle qu'on connaît peu dans notre département. Alors, c'est vrai que si je peux un petit parallèle par rapport à notre région Pays de Loire, et si je reviens un petit peu dans mon département vendéen, on a une société qui est ici sur le salon, qui s'appelle Verdé Mobile, qui a un principe pour faire du bio-GNL, alors à une plus petite échelle. Ils ont créé une petite société aujourd'hui avec Agribiométhane, donc Agribio-GNL, et par cascade de pression, ils vont faire une solution de bio-GNL. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est vraiment en train de travailler dans la filière sur toutes les étapes de ce gaz, qu'il soit liquide ou gazeux. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est d'aller vers du bio, et ça, c'est super rassurant. Alors c'est intéressant parce qu'on l'a vu, là, au niveau du réseau, bon, on est pas mal, au niveau de la production, on est bien. Mais quand je veux un véhicule au gaz, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, au niveau de l'offre, ça peut être difficile. Et là, Sébastien, je pense qu'il y a un vrai sujet là qui peut être intéressant pour nous parce qu'on a vraiment de la demande sur ce secteur. Et intéressant pour nous aussi, on l'espère. Je vais commencer juste par me présenter. Sébastien Larendu, je suis le directeur général de Faral Automotive, qui est une entreprise qui fait du reman de moteur. Alors c'est quoi le reman de moteur ou de boîte de vitesse ? Eh ben, pour prendre une image grand public, nous sommes le back market du moteur. Nous récupérons des vieux moteurs, nous les transformons, nous les refaisons intégralement et nous les revendons. Donc notre
notre métier va disparaître, puisque le diesel va disparaître. Et quand on a racheté l'entreprise avec mon associé à la barre du tribunal, pour essayer de sauver le dernier indépendant français dans ce métier, il y avait un projet sur la table qui était la conversion de moteurs diesel en bio-GNV. Et c'était vraiment pour nous une étape super importante pour le développement de l'entreprise, parce que c'est très clair dans le slide, pour nous, l'électrique n'est pas la seule solution, bien évidemment. On parle de mix énergétique. Le bio-GNV n'est pas la seule solution. Il y a de la place pour tout le monde. Mais nous sommes intéressés nous sommes focalisés sur un segment dont on parle assez peu, en fait, qui est l'utilitaire. J'entends beaucoup parler de maritime, j'entends beaucoup parler de poids lourds, de bus, mais les utilitaires, il y en a 6 millions en France quand même. Et ils sont utilisés majoritairement par des petites entreprises, majoritairement artisans. On leur amène pas de solution concrète. Donc nous, notre projet de transformation, et juste un léger rappel, tout le monde a entendu parler des ZFE, les zones de faible émission ou les zones de forte exclusion, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Mais à terme, c'est 12 millions de véhicules exclus des principales villes en France. Alors le timing a un petit peu changé parce que les politiques, y compris les politiques qui étaient très moteurs sur l'arrivée des ZFE, se sont confrontés à une réalité économique. L'inflation est arrivée entre-temps, donc on repousse un peu, mais de toute façon, c'est inéluctable, on ira. Donc la question pour nos futurs clients artisans, professionnels au sens large, c'est comment je fais demain pour intégrer ces ZFE. Et il n'y a pas que les ZFE, il y a aussi les appels d'offres auxquels il faut aujourd'hui répondre sur des véhicules verts, et quand on n'a pas toujours de solution. Donc nous, la solution que nous proposons, c'est ce kit de motorisation verte en partenariat avec une société qui est à Toulouse qui fait la R&D. Le véhicule est juste derrière. Si vous êtes curieux, allez voir. Il est juste là et Jean-Luc, qui est l'ingénieur qui a développé le projet, pourra vous expliquer toute la technologie. Mais en gros, c'est quoi? C'est de dire, on va faire de l'économie circulaire sur du rétrofit. D'accord? Donc on va faire des moteurs rétrofités, on va éviter d'acheter des moteurs neufs. Et en plus, on va faire du rétrofit, c'est-à-dire que vous gardez votre véhicule. C'est le principe. Et nous, on vous change le moteur et vous repartez vous arrivez avec un moteur diesel et vous repartez avec un moteur gaz. Donc c'est une exclusivité mondiale brevetée. C'est éligible critère 1 pour intégrer les ZFE, c'était la chose essentielle. C'est le meilleur TCO du marché, bien évidemment, puisque vous ne rachetez pas de véhicule, donc il n'y a pas photo. C'est garanti 1 an comme aujourd'hui. Votre puissance est conservée, ça c'est super important pour les utilisateurs de demain. Vous avez une autonomie avérée de un petit peu plus de 400 km et vous avez un moteur 0 km. Donc vous repartez avec un moteur neuf. En termes de gains sur l'analyse du cycle de vie total, vous êtes à 80% de CO2 en moins, 60% d'oxyde d'azote, 90% de particules fines et cerise sur le gâteau, quand vous habitez en ville, 50% de bruit en moins, parce qu'on n'en parle pas souvent de la pollution sonore, et elle est là. Et puis quand on a commencé à divulguer ce projet auprès des autorités, collectivités locales, territoriales notamment, très vite, on est venu nous voir pour nous dire mais il faut faire la même chose pour les cars scolaires. Il faut étudier si votre système de transformation, qui ne nécessite pas une fois de plus de moteur neuf, peut être dupliqué sur les cars. Et là, je dois saluer la région Pays de la Loire qui nous aide beaucoup et qui a très vite compris l'intérêt. Je dois aussi remercier GRDF qui nous aide depuis très longtemps. Et enfin, Richard Chamaret est là, président du SDE Mayenne, qui fait tout aussi pour qu'on puisse accéder à ces mobilités qui sont quand même très importantes, parce qu'en termes de coût, faut comprendre qu'un véhicule rétrofité, c'est 5 à 6 fois moins cher qu'un véhicule neuf. Donc dans la crise dans laquelle on est, quand vous parlez à des artisans du bâtiment aujourd'hui, ils vous disent, moi avec les perspectives de 2024, j'ai pas 80 000 € à mettre dans un véhicule neuf, clairement. Mais il va bien falloir que je travaille quand même. Ouais, c'est tout à fait. La région Pays de Loire s'inscrit sur ce sujet-là. On a un représentant de la FNTV qui est là dans la salle. Et c'est vrai que ce sujet du car scolaire est un sujet important. Alors, il y a cette solution aussi qui est étudiée par le CRMT, où là on a un changement de moteur. Là vous êtes sur une conversion du moteur. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder le rétrofit. Et je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on disait, le moteur, il fallait qu'il soit à l'essence pour passer au gaz. Et là vous êtes en train de nous dire, non, finalement, moi je peux vous le changer. Ça marche au diesel. Il y a 2 véhicules qui sont équipés. Nous, la différence avec CRMT, c'est que 1, on ne crée pas de déchets, puisque le moteur, on le réutilise. Et que 2, on n'a pas besoin d'avoir un moteur neuf pour rétrofiter. Ce qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule marque sur le marché, Iveco pour ne pas la nommer, tous les autres ont arrêté.
Donc voilà comment se compose ce kit. Bon, je vous laisse regarder, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est une solution qui est aussi très rapide à mettre en œuvre, puisqu'en gros c'est une semaine. Donc vous arrivez, vous déposez votre véhicule le lundi, et le lundi d'après vous repartez avec un véhicule gaz, avec une carte grise gaz, et vous êtes éligible critère 1, ce qui est très important. Et une fois de plus, il n'y a pas que les ZFE, il y a énormément d'entreprises qui veulent décarboner leur mobilité, ne serait-ce que pour être plus attractifs par rapport aux jeunes générations, ou même pour certains clients qui vont de plus en plus exiger une mobilité verte de la part de leurs fournisseurs. Là, vous avez l'outil de comparaison des émissions de CO2, parce qu'on parle toujours, oui, l'électrique, et ça a été le sens de nos discussions avec le sénateur en charge de la mission pour la meilleure acceptabilité des ZFE, c'est de dire, oui, mais l'électrique ne pollue pas. Oui, quand il roule. Quand il est fait en Chine, que vous le mettez sur des gros bateaux, que vous mettez juste 10% de droits de douane, histoire de vous donner bonne conscience, et qu'après l'État français verse des subventions pour que ce véhicule soit plus abordable et acheté, ok, je ne suis pas sûr que le bilan carbone soit très positif. Et quant au recyclage, bon, on verra quand on recyclera. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment tous ces schémas ne sont pas vraiment abordés. Alors que voilà, avec la solution que nous on propose, et vous voyez là sur le BioGNV, en fait, il est sur l'analyse de cycle de vie, il est plus vert que l'électrique. Mais une fois de plus, on ne fera pas tous les véhicules, c'est impossible. Donc l'électrique a vocation de toute façon à rentrer sur ce marché. Et le marché, qu'est-ce que c'est ? Eh ben nous, ce qu'on a ciblé donc, sur les véhicules équipés, qu'ils soient PMR, pompiers, ambulances ou autres, parce que plus votre véhicule est équipé, plus la solution est intéressante. Bien évidemment, puisque le coût d'achat d'un véhicule neuf équipé, c'est sans commune mesure avec la solution que nous proposons. Nous avons ciblé un marché d'1 200 000 véhicules, ce qui est quand même énorme. Fara, là, aujourd'hui, rétrofit 2000 moteurs par an. Donc, vous voyez un peu le gap. Donc, ça veut dire aussi plus d'emplois sur les territoires, parce que nous, il est hors de question qu'on aille délocaliser notre production. On veut rester en Mayenne. Et c'est une solution qui, demain, est bien évidemment duplicable en Europe. Donc c'est un projet super important pour nous, pour les territoires, et je me répète, pour nos clients, futurs clients, qui aujourd'hui sont un petit peu démunis. Je ne reviens pas dessus, ça a été dit bien mieux par les intervenants précédents. C'était un des freins qu'on nous opposait. Bon, clairement, il n'y en a plus, on passe à autre chose. Et voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, je trouve ça très, très intéressant. Ça donne du sens parce que je pense qu'on est dans cette économie circulaire. C'est un véhicule qui dure aura un impact carbone moins important que si on jette à la poubelle pour refaire du neuf. Ça, c'est une conviction pleine et entière, et je trouve vraiment intéressant d'avoir réussi à nous apporter ces solutions, parce que très honnêtement, aujourd'hui, nous, on a des entreprises qui sont dans une difficulté d'être face à une seule solution technologique. Et si je prends des sociétés qui ont des véhicules d'intervention, la problématique de la recharge, c'est la disponibilité du véhicule à tout moment. Et là, je pense qu'on peut peut-être arriver sur ce complément. Alors, on n'est pas loin de la vérité. Le dernier souci que l'on a, il est réglementaire. Et la volonté de l'État n'est pas à la hauteur de la volonté des territoires. J'en dirai pas plus, mais oui, c'est quand même extrêmement compliqué. Je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites. On a essayé d'accompagner une société dans le rétrofit hydrogène, et malheureusement, la réglementation a fait qu'il a été obligé de déposer le bilan, parce que les normes et les règles font que, même avec beaucoup d'ambition, on n'y arrive pas. Et je pense que là, Monsieur Ramard, il y a des sujets et il y a de l'accompagnement, mais vous avez aussi, testé sur un autre procédé. Oui, et avant d'en parler, quand même, féliciter là, ces travaux, là, ces initiatives autour du rétrofit de véhicules anciens, ou en tout cas renouvelables, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment important, comme vous l'avez dit, qu'on reste sur cette logique de limiter aussi le gaspillage de véhicules quand ils roulent encore, et qu'on peut juste, avec un nouveau moteur, en le passant au gaz, arriver à prolonger la durée de vie de ces matériels. Je salue la présence de Richard, je n'avais pas vu que tu étais là tout à l'heure, donc voilà, mais quand j'ai parlé de notre réseau des personnes mobilisées pour défendre le BioGNV à l'échelle nationale et européenne, tu en es. On avait agi ensemble en novembre lors de notre petit événement autour en rappel à la nécessité de mobiliser les parlementaires européens en faveur d'un règlement CO2 adapté. Voilà. Et donc la solution effectivement nouvelle qu'on a saisie, mais on a pris la même entre Vendée Énergie et Énergie 22 sans savoir. Donc l'autre jour,
toujours en préparant cette conférence, on se dit tiens, il y aura un Dacia Duster qui sera à l'accueil, donc c'est celui de Vendée Énergie. Et puis il y aura aussi un Kangoo. Et puis nous, je savais, Vivien m'avait dit on va acheter un Kangoo que donc Borel, c'est l'entreprise qui l'a préparé, donc va nous livrer sur le salon. Ben, en fait, il est juste là-bas aussi. Donc Vivien, il rentre en Côte d'Armor avec un véhicule neuf au gaz. Alors neuf, pas fabriqué par le constructeur comme tel, mais équipé par une entreprise qui est Borel. Et donc pour nous, c'est important. Là, c'est un véhicule qui va être utilisé par Jérémy Le Calvez, qui est notre chargé d'entretien des stations gaz naturel véhicules et des installations photovoltaïques qui sont aussi proposées par le syndicat d'énergie et sa SEM Énergie 22. Voilà, donc il y aura un véhicule gaz supplémentaire ce soir en Côte d'Armor. C'est parfait. Nous, c'est pour nos collègues qui s'occupent de la maintenance et la supervision des éoliennes, parce que quand on va sur des terrains d'éoliens, parfois la zone n'est pas forcément tout à fait carrossable. En tout cas, merci à tous, merci messieurs. On voit bien que le bio-GNV sera de la partie. Je pense que le mix énergétique, c'est vraiment notre leitmotiv et je pense qu'on est vraiment dans une démarche intéressante. Pour moi, il faut vraiment se le dire, il n'y a aucune énergie qui est capable de remplacer à elle seule un produit comme le gazole. Ça va être potentiellement des sujets d'avenir. Il y a encore des technologies à mettre en œuvre, mais je pense qu'à aujourd'hui, si on fait en sorte d'essayer de trouver des bonnes idées, des bonnes innovations, on doit pouvoir aller vers cette nouvelle ère du bas carbone, mais en le faisant de façon raisonnée et raisonnable. Merci à tous. Alors peut-être qu'il y a des questions dans le public, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. En tout cas, mes spécialistes seront plus à même de vous répondre. Pardon, Laurent Hameau, LNJ. Donc je viens de pas forcément très loin parce qu'on a un terminal GNL qui est juste à côté. Et en complément, et j'insiste sur le terme complément, il y a une opportunité qui s'offre à vous dans les territoires pour le bio-GNL. Là, vient d'être voté dans les bonnes nouvelles de la toute fin d'année dernière. Le ISCC a mis à jour sa certification. Et donc là, à partir de maintenant, on peut récupérer du bio-GNL dans les terminaux méthaniers en Europe. Et en particulier en France où l'électricité est bas carbone avec des conditions très avantageuses. Et donc ça peut vous offrir une possibilité pour les stations GNL, pour alimenter les territoires, et en particulier quand vous avez un terminal à côté. C'est une option supplémentaire qui va à côté du bio-GNL physique pour contribuer à l'essor du biométhane, y compris dans les véhicules GNL. Merci pour cette précision, ça donne des débouchés supplémentaires, c'est intéressant. J'ajoute juste un peu en réaction, en Côte d'Armor, notamment avec la flotte de bateaux de pêche ou plus loin en Finistère avec le transport transmanche, c'est clair que la décarbonation elle passe par le gaz, puis le biogaz, et forcément sous forme liquéfiée vu la quantité d'énergie qu'il faut avoir à disposition. Donc voilà, nous le bio-GNL, ça fait partie des débats avec la Chambre de commerce et d'industrie pour savoir comment on peut le pousser vers le transport maritime. Il y a une autre question, monsieur, au fond de la salle. Bonjour, Théophile Mini de Biogas for Life. Donc moi j'ai une question pour Sébastien de Faral. C'est par rapport à la certification du dual fuel diesel gaz. Et donc tu disais qu'en une semaine tu pouvais avoir une carte grise, alors que de mon expérience sur du rétrofit essence-gaz, donc comme le Kangoo de Borel, ça peut prendre plusieurs mois avec un dépôt au cas par cas aux mines. Donc quelles sont les solutions qui sont dans les tuyaux pour le moment, et est-ce qu'une prime à la conversion pourrait aider à accélérer le rétrofit des moteurs existants au gaz? Alors Théophile, non. J'ai dit que ça prenait une semaine pour convertir le moteur. Tu arrives le lundi avec ton véhicule. Voilà. Sur l'aspect carte grise, on est en lien avec l'ADREAL et la DGEC. On a déjà levé le premier frein, ça nous a pris juste 2 ans et demi
une loi de 1954 pour pouvoir nous passer de l'autorisation des constructeurs sur des véhicules de plus de 5 ans, hein, donc sur lequel le constructeur n'a aucun impact en termes de garantie, mais ça c'est passé en octobre 2023. Ce qui nous reste maintenant, c'est effectivement arrêter cette histoire de réception à titre isolé pour pouvoir avoir l'agrément de l'UTAC au moteur. Et une fois qu'on l'aura au type moteur, on pourra produire en série. Donc voilà où on en est. La DGEC s'est engagée, verbalement bien sûr, mais on a eu un accueil plutôt positif, ce qui a quand même changé, parce qu'il y a 2 ans, on nous claquait les portes au nez en nous disant thermique, pas beau, ça sent pas bon, etc. C'est que l'électrique et l'hydrogène. Donc on est plutôt serein là-dessus. Le véhicule devrait passer l'UTAC fin premier semestre 2024 pour une première commercialisation sur septembre, on l'espère. Et après, c'est pour ça qu'on n'ira pas partout. C'est une validation type moteur par type moteur, avec bien évidemment beaucoup de R&D derrière et des coûts d'homologation qui sont quand même un peu chers. Bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir clore cette conférence. Merci à tous, merci au public pour cette présence. Et puis on va continuer cette aventure du biogaz.